Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait des Rondelles. En l'occurrence, il s'agit d'un poème qui s'appelle La Voie lactée, dont nous n'avons qu'un extrait. C'est un poème qui est publié en janvier 1842 par Théodore de Banville, qui est donc un poète, dramaturge et critique dramatique du XIXe siècle. Il s'inscrit pleinement dans le mouvement du romantisme et plus particulièrement dans le mouvement littéraire du Parnasse, qui est un mouvement littéraire qui va célébrer l'art pour l'art et qui va mettre en avant la gratuité de la production poétique. Il gagne son surnom de poète du bonheur au cours de ses écrits et va véritablement gagner une certaine célébrité dès son vivant, notamment parce qu'il connaît et qu'il est ami avec Victor Hugo et Charles Baudelaire. Le poème que nous allons traiter ici est donc un extrait de La Voie lactée, dans lequel le poète va procéder à la description de ce phénomène astronomique. Je passe ainsi à la lecture. Déesse, dans les cieux éblouissants, la Voie lactée est un chemin de triomphe et de joie, et ce flot de clarté qui dans le firmament jette parmi l'azur son blanc embrasement, semble, dans sa splendeur en feu qui s'irradie, produit par un foyer unique d'incendie. Le texte que nous avons à commenter repose ainsi sur une description tout d'abord de la Voie lactée elle-même, avant de se porter sur le regard du poète qui la contemple. Et ce changement de point de vue nous autorise donc à poser la question suivante: quel changement de regard sur la Voie lactée ce poème met-il en scène? Pour répondre à cette question, je diviserai le texte en deux mouvements. Un premier de la ligne 1 à 6, dans lequel nous avons la vision poétique de la Voie lactée, et un deuxième mouvement, du coup, du vers 6 à la fin, dans lequel nous avons la vision non plus poétique, mais la vision du poète qui contemple la Voie lactée. Je passe ainsi à mon commentaire. Les vers 1 et 2 sont construits avec un enjambement. Nous avons le sujet grammatical de la phrase qui est coupé en deux, voie lactée. Ce premier élément, qui est un élément de versification, va pouvoir être intéressant puisque la Voie lactée, ainsi coupée en deux, va venir modéliser la grandeur de cette Voie lactée, de ce phénomène astronomique, qui serait presque trop grand pour pouvoir être contenu simplement dans un vers. Tant que nous sommes sur ce groupe nominal, on peut repérer aussi déjà une majuscule à voix qui va ici servir à la personnification qui est redoublée par le nom déesse qui lui est apposé. Nous avons ainsi la constitution de la Voie lactée comme un personnage qui est inclus dans un décor, les cieux éblouissants, qui va annoncer en tout cas l'usage du champ lexical de la lumière, ce qui est assez logique pour un phénomène astronomique. Nous avons ainsi une tentative de définition qui va passer par une périphrase, un chemin de triomphe et de joie, le chemin étant du coup la représentation imagée de la ligne d'étoiles qui constitue la Voie lactée. Et on peut aussi voir la grandeur du phénomène avec le passage d'un groupe nominal avec adjectif, les cieux éblouissants, à un groupe nominal avec deux compléments du nom qui se suivent et qui sont corrélés, un chemin de triomphe et de joie. Tout ça va venir mettre en scène une vision de grandeur quasi mythologique par la référence à la divinité. Les 4 vers qui suivent sont eux aussi des enjambements puisque les verbes jeter, sembler et produire sont tous les 3 des verbes dont le sujet grammatical est ce flot de clarté au vers 3 et cela va du coup accentuer encore l'effet de grandeur qui était déjà produit au vers 1 et 2. On retrouve à l'intérieur toujours le même système de personnification, puisque le flot de clarté est ici le sujet de l'action, de jeter, de produire, et nous avons toujours cet élément de décor avec le firmament, l'azur, qui va toujours jouer sur cet effet de personnification et quasi de divinification de la Voie lactée. On se retrouve vraiment ici dans une espèce de vision mythologique, peut-être liée à l'origine mythique de ce chemin d'étoiles, à savoir la goutte de lait d'une divinité qui se serait répandue dans le ciel. Par ailleurs, dans ces vers 3 à 4, on voit d'abord tout un tas de mots qui relèvent du champ lexical de la lumière, clarté, embrasement, splendeur, irradié, qui sont ici pour montrer l'effet
de la Voie lactée, à savoir son effet lumineux, puisque c'est un chemin de lumière, un chemin de triomphe et de joie, comme on disait au vers 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce champ lexical de la lumière va se tuiler, va se transformer en un champ lexical du feu, avec embrasement, feu, foyer et incendie. Et cette bascule du champ lexical de la lumière au champ lexical du feu, cette bascule de l'effet à la cause, va venir ici accentuer le passage, la transition qu'il va s'effectuer dans le regard, puisqu'on va passer de l'effet lumière à la cause, feu, à travers ce changement de point de vue que nous étudions ici. Je passe ainsi à ma deuxième partie dans laquelle nous allons avoir un focus qui sera fait sur la vision du poète qui est en train de regarder. On passe de l'objet regardé au sujet regardant. Cette bascule va s'accentuer par l'usage de la conjonction de coordination à valeur adversative, mais qui va montrer l'opposition des points de vue et le changement de sujet grammatical. Nous avions la Voie lactée et l'ensemble de ces périphrases dans la première partie. Nous aurons ici notre regard, qui est un regard personnel et un regard aussi pluriel à cause du possessif, première personne du pluriel. C'est à la fois le regard du poète, mais c'est l'ensemble des regards des poètes, de tous ceux finalement qui regardent la Voie lactée avec un regard de poète. Le champ lexical va se faire beaucoup plus scientifique, puisqu'on passe des cieux à l'éther, qui est donc une notion scientifique du XIXe siècle, qui est censée expliquer la manière dont est conçu le vide spatial, mais on garde quand même cette vision toujours poétique avec les métaphores emplies d'yeux, les yeux ici désignant finalement l'ensemble des étoiles, et à travers toujours les périphrases, l'océan céleste par exemple, qui désigne justement cet éther, donc le terme scientifique, et océan céleste étant le terme poétique. On garde toujours cette dimension quasiment sacrée à travers la référence au Dieu, mais cette référence sacrée va se transférer toujours sur du scientifique à travers la référence aux constellations, les Gémeaux, le Sagittaire. On conserve toujours le champ lexical du feu à travers le mot flamme et le verbe flamboyer. Donc champ lexical qui est traditionnel lorsque l'on désigne les étoiles, mais toujours on observe ce tuilage d'un champ lexical traditionnel poétique avec des termes scientifiques, les astres, la Terre. On retrouve la splendeur qui était présente vers 5, la splendeur en feu qui s'irradie avec une splendeur sereine au vers 11. Le changement de point de vue est aussi un changement de sujet, puisque lorsque l'on décrivait la Voie lactée, on avait l'impression qu'il y avait une espèce de chaos. Mais ici, la vision scientifique va ordonner, on passe de la splendeur en feu à la splendeur sereine. Donc nous avons une vision scientifique qui ordonne le cosmos, et qui lui permet d'être compréhensible. On conserve toujours la notion de sacré avec l'adjectif, qui fait référence au Dieu, mais toujours, là encore, ce tuilage progressif avec la notion de sacré, puisque l'on aboutit finalement à une définition très factuelle de ce qu'est la Voie lactée, à savoir uniquement 1 million d'étoiles. Simplement, cette métamorphose du regard reste bien, si elle est scientifique, si elle repose sur du vocabulaire scientifique, elle reste bien tout de même une vision poétique, puisque ces millions d'étoiles s'épanouissent, un petit peu comme s'épanouiraient des fleurs, et viennent toujours éclairer la nuit, qui est définie par la périphrase « les sombres voiles ». Donc cette vision du poète est une vision qui transforme la Voie lactée, parce qu'elle est elle-même transformée dans son origine. Quel changement de regard sur la Voie lactée ce poème met-il en scène ? Nous avons vu tout d'abord que dans la description qui nous est donnée de la Voie lactée, nous avons le passage progressif d'une vision mythologique, puisque le premier mot est déesse, à une vision astronomique, puisque le dernier mot est étoile. À travers ce passage de la mythologie à l'astronomie, on aurait comme un voyage diachronique, un voyage dans le temps de ce qui est la perception de la Voie lactée. C'est d'abord un phénomène mythique, c'est après un phénomène scientifique.
De la même manière, nous avons une vision poétique de cette Voie lactée qui va mobiliser tous les champs lexicaux traditionnels, celui de la lumière, celui du feu notamment. Mais cette vision poétique, du coup, va se faire un voyage dans la perception poétique elle-même de la Voie lactée. C'est non seulement la manière dont l'homme a perçu le phénomène astronomique, mais c'est aussi la manière dont les poètes ont retranscrit ce phénomène dans leurs écrits. En définitive, on pourrait dire que Théodore de Banville va s'inscrire par ce poème dans une voie lactée poétique. Il va se mettre en synergie avec l'ensemble des poètes et l'ensemble des visions poétiques de ce phénomène pour devenir lui-même une étoile. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom dans les 6 premiers vers. Les expansions du nom sont des mots qui vont compléter des noms communs ou propres de manière à leur donner des informations supplémentaires, et on va les distinguer en 3 catégories grammaticales: les adjectifs, les noms qui vont compléter d'autres noms par l'intermédiaire d'une préposition, et enfin les propositions subordonnées relatives, et ce sera les éléments de mon plan pour traiter la question. Je commence par les adjectifs. Nous en avons 4 ici. Éblouissant qui va compléter cieux. Il s'agit d'un adjectif verbal qui vient du verbe éblouir et qui occupe la fonction épithète. Les 3 autres adjectifs, lacté, blanc et unique, sont des adjectifs qualificatifs qui vont compléter respectivement voix, embrasement et foyer. Ils sont tous les 3 des adjectifs épithètes, puisqu'ils complètent le nom directement, lacté et unique étant des adjectifs postposés, puisqu'ils le complètent en étant après lui, de la même manière qu'éblouissant, et blanc étant, lui, un adjectif antéposé, puisqu'il complète un nom qui se situe après lui. Pour ce qui est des compléments du nom, nous en avons 5. De triomphe, de joie, de clarté et d'incendie. À chaque fois, nous avons bien des groupes prépositionnels, puisque les noms communs triomphe, joie, clarté et incendie sont introduits par la préposition de, ou des apostrophes pour le cas d'incendie, puisque l'initiale est vocalique. Et ces groupes prépositionnels vont compléter chemin pour ce qui est de triomphe et de joie, flot pour ce qui est de clarté, et foyer pour ce qui est d'incendie. Ils occupent ainsi, tous les 4, la fonction de complément du nom. Nous avons aussi en feu, qui complète le nom commun splendeur. Ici, il s'agit bien d'un nom commun, feu, introduit par la préposition en, donc un groupe prépositionnel complétant son antécédent splendeur. Enfin, nous avons 2 propositions subordonnées relatives qui, dans le firmament, jettent parmi l'azur son blanc embrasement qui va compléter le nom commun flot, et la deuxième proposition étant qui s'irradie qui va compléter le nom commun splendeur. Ces 2 propositions sont bien introduites par des pronoms relatifs qui sont donc bien subordonnées relatives, et elles occupent la fonction complément de l'antécédent, flot pour le premier, splendeur pour le deuxième.